baptême de l'aversion. Mikhaïl Bulgakov. Les jours se mirent à défiler à l'hôpital X, et je commençais à m'habituer peu à peu à ma nouvelle vie. Dans les villages, on broyait le lin, comme à l'accoutumée. Les chemins demeuraient impraticables, je n'avais donc pas plus de 5 personnes en consultation. Mes soirées étaient entièrement libres. Je les consacrais au rangement de la bibliothèque, à la lecture de manuels de chirurgie et à de longs instants où, solitaire, je buvais du thé près du samovar qui chantait doucement. Jour et nuit, sans fin, la pluie tombait à seaux. Les gouttes martelaient sempiternellement le toit et l'eau giclait sous la fenêtre, en s'écoulant le long du chéneau dans une cuve. Dehors, c'était la gadoue, le brouillard, les ténèbres profondes au milieu desquelles brillaient, taches blafardes, diffuses, les fenêtres de la petite maison de l'infirmier et le réverbère à pétrole de l'entrée. Au cours d'une de ces soirées, j'étais assis dans mon cabinet, penché sur un atlas d'anatomie topographique. Autour de moi régnait un silence absolu, que rompaient de temps en temps seulement les souris qui grattaient derrière le buffet de la salle à manger. Je lus jusqu'à ce que mes paupières alourdies commencent à tomber de sommeil. Enfin, après un bâillement, je repoussai mon atlas et décidai d'aller me coucher. M'étirant et savourant par avance un sommeil paisible, rythmé par le bruit et le martèlement de la pluie, je passai dans ma chambre, me déshabillai et me couchai. Je n'eus même pas le temps d'affleurer l'oreiller que dans les brumes du sommeil émergea devant moi le visage d'Anna Prokhorova, 17 ans, du village de Toropovo. Il fallait lui arracher une dent. L'infirmier, Demjanloukitch, se glissa sans bruit, des pinces éclatantes à la main. Je me souvins de la façon qu'il avait de dire ministère au lieu de métier, par amour du style élevé. J'eus un petit sourire et m'endormis. Cependant, à peine une demi-heure plus tard, je me réveillai soudain, comme si quelqu'un m'avait secoué. Je m'assis, et scrutant l'obscurité avec effroi, je prêtai l'oreille. Quelqu'un tambourinait à la porte d'entrée avec une insistance bruyante, et, instamment, ses coups me parurent de fort mauvais augure. On frappait à la porte de l'appartement. Les coups cessèrent, le verrou claqua, la voix de la cuisinière retentit. Une voix pas très nette lui répondit. Puis quelqu'un monta l'escalier en faisant craquer les marches, traversa mon cabinet sans bruit et frappa à la porte de ma chambre. « Qui est là ?»« C'est moi !» me répondit un chuchotement respectueux. « Moi, Aksinia, la garde malade. »« Qu'y a-t-il ?»« Anna Nikolaïevna m'envoie vous chercher. Elle vous demande de venir à l'hôpital au plus vite. »« Mais qu'est-il arrivé ?» demandai-je, sentant nettement mon cœur se serrer. « On a amené là-bas une femme de Doultsevo. Il s'agit d'un accouchement difficile. » Et voilà, ça commence, entendis-je passer dans ma tête. Mes pieds ne parvenaient absolument pas à trouver mes pantoufles. Oh, zut! Les allumettes ne s'allument pas. Tôt ou tard, cela devait bien arriver. Je n'allais pas passer ma vie avec seulement des laryngites et des gastrites. Bon, va et dis que j'arrive tout de suite, criai-je en me levant de mon lit. Derrière la porte, les pas d'Aksinia résonnèrent, et de nouveau, le verrou claqua. Le sommeil s'envola en un instant. En toute hâte, j'allumai la lampe, les doigts tremblants, et commençai à m'habiller. 11h30. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir comme accouchement difficile, cette femme? Présentation dystocique? Bassin étroit? Ou bien même quelque chose de pire? Je vais peut-être bien devoir appliquer les forceps. Et si je l'envoyais directement à la ville? Non, ce n'est pas pensable. Sacré médecin, en vérité, c'est ce qu'ils diront tous. Et d'ailleurs, je n'ai pas le droit d'agir ainsi. Non, il faut me débrouiller tout seul. Mais que faire? Allez savoir, ce sera terrible si je perds pied. Quelle honte devant les sages-femmes. Mais voyons d'abord, cela ne vaut pas la peine de s'émouvoir avant l'heure. Je m'habillai, jetai un manteau sur mes épaules, et espérant tout bas que tout se passerait bien, je courus à l'hôpital, sous la pluie, en faisant claquer des planches sur mon passage. Dans la pénombre, on voyait un chariot près de l'entrée. Le cheval donna un coup de sabot dans les planches vermoulues. « C'est vous qui avez amené la femme qui doit accoucher ?» demandai-je, j'ignore pour quelle raison, à la silhouette qui bougeait près du cheval. « C'est nous. Bien sûr, c'est nous, monsieur le docteur. » répondit d'un ton plaintif une voix de femme.
Malgré l'heure tardive, l'hôpital s'animait et s'agitait. La lampe éclair brûlait en tremblant dans la salle de consultation. Dans le petit couloir qui mène au service d'accouchement, Axinia passa rapidement à côté de moi avec une cuvette. Soudain, un faible gémissement me parvint de derrière la porte, puis il cessa. J'ouvris et entrai dans la salle de travail. Une lampe au plafond éclairait d'une lumière vive la petite pièce blanchie. À côté de la table d'opération, une jeune femme était allongée sur un lit, une couverture jusqu'au menton. Une grimace douloureuse altérait son visage. Des mèches de cheveux toutes mouillées se collaient à son front. Anna Nikolaïevna, un thermomètre à la main, préparait une solution dans un boc à injection. Pélagie Ivanovna, la deuxième sage-femme, sortait des draps propres d'une petite armoire. L'infirmier, adossé au mur, se tenait dans la pose de Napoléon. En me voyant, tous s'animèrent. La femme ouvrit les yeux, se tordit les mains et se remit à gémir en une plainte douloureuse. « Et alors, de quoi s'agit-il » demandai-je, émerveillé du ton que j'avais adopté, tellement il était calme et assuré. « Présentation transversale » répondit Anna Nikolaïevna en continuant d'ajouter de l'eau dans sa solution. « Oui, c'est ça » prononçai-je d'une voix traînante en me renfrognant. « Voyons voir. »« Donnez au docteur de quoi se laver les mains, Axinia !» cria aussitôt Anna Nikolaïevna. Son visage était solennel et grave. Pendant que l'eau coulait, tout en enlevant le savon de mes mains rougies par la brosse, je posai à Anna Nikolaïevna des questions insignifiantes. Y avait-il longtemps que l'on avait amené cette femme ? D'où venait-elle ? La main de Pélagie Ivanovna rejeta la couverture. Quant à moi, assis sur le bord du lit, je me mis à palper le ventre gonflé, en le touchant délicatement. La femme gémissait, s'étirait, s'agrippait, chiffonnait le drap. « Doucement, doucement, patience !» disais-je en appliquant mes mains avec précaution sur sa peau distendue, brûlante et sèche. À vrai dire, l'expérience d'Anna Nikolaïevna m'ayant soufflé ce dont il s'agissait, il était désormais inutile de procéder à des examens. J'aurais beau examiner, je n'apprendrais rien de plus que ce qu'Anna Nikolaïevna m'avait transmis. Son diagnostic, évidemment, était juste. Présentation transversale. On tient le diagnostic. Oui, mais... Et après ? Me renfrognant, je continuais de palper le ventre un peu partout, tout en lorgnant le visage des sages-femmes du coin de l'œil. Toutes deux étaient graves, attentives, et je pus lire dans leur regard une approbation à ma façon d'agir. Mes gestes, en effet, étaient assurés, corrects, et mon inquiétude, je m'étais efforcé de l'enfouir le plus profondément possible, et de ne la montrer sous aucun prétexte. « Bon », soupirai-je. Et comme il n'y avait plus à examiner à l'extérieur, je me levai du lit. Voyons à l'intérieur. Une approbation passa de nouveau dans les yeux d'Anna Nikolaïevna. « Axinia !» Et l'eau se remit à couler. Ah, si je pouvais là tout de suite parcourir le Döderlein, pensai-je tristement, en me savonnant les mains. Hélas, tout de suite c'était impossible. Et à quoi m'aurait servi le Döderlein, à cet instant ? J'enlevai la mousse épaisse, m'enduisis les doigts d'iode. J'entendis les froissements du drap propre entre les mains de Pélagie Ivanovna, et, penché sur la femme, j'entrepris l'examen intérieur, avec une précaution mal assurée. L'image du service d'accouchement et de son amphithéâtre s'imposa dans ma mémoire. La lumière crue des ampoules électriques dans leur globe mat, par terre des carreaux reluisants, partout des robinets et des appareils étincelants. Un assistant en blouse d'une blancheur immaculée fait quelques manipulations au-dessus de la femme en couche, entouré de 3 internes adjoints, de médecins stagiaires et d'une foule d'externes. Tout est bien, clair et sans danger. Alors qu'ici, moi, je suis absolument seul, et une femme est en train de souffrir entre mes mains. Je suis responsable d'elle. Mais comment la soulager ? Je l'ignore, car en fait, je n'ai assisté de près à un accouchement que 2 fois dans ma vie, dans un amphithéâtre. De plus, il s'agissait d'accouchements tout à fait normaux. Je suis en train de procéder à un examen, mais cela ne changera rien, ni pour moi, ni pour cette femme. Je ne comprends strictement rien, même par toucher interne. Mais il était grand temps de prendre une quelconque décision. Présentation transversale. Si c'est une présentation transversale, c'est qu'il faut faire... Une version podalique ne put s'empêcher de dire Anna Nikolaïevna, comme pour elle-même.
Un vieux médecin plein d'expérience l'aurait regardé de travers pour s'être mêlé de conclure la première. Mais moi, je ne suis pas susceptible. Oui, confirmai-je d'un air qui en disait long, une version podalique. Les pages du Dodderline se mirent alors à défiler devant mes yeux. Version par manœuvre externe, version par manœuvre mixte, version par manœuvre interne. Des pages, et sur ces pages, des schémas. Un bassin, des bébés tordus, serrés, des têtes énormes. Un bras déplié, entouré d'un sac. Je le lisais encore il n'y a pas si longtemps, et je soulignais, réfléchissant attentivement à chaque mot, me représentant mentalement le lien entre chaque partie et les différents procédés. À la lecture, il me semblait que le texte entier s'imprimait à jamais dans mon cerveau. Mais à présent, de tout ce que j'avais lu, une seule phrase revenait à la surface. La présentation transversale est une situation absolument fâcheuse. Pour une vérité, c'est une vérité. Absolument fâcheuse pour la femme elle-même, comme pour un médecin qui vient de terminer l'université il y a 6 mois. Bon, alors, allons-y, dis-je en me relevant. Le visage d'Anna Nikolaïevna s'anima. « Demian Lukic, dit-elle à l'infirmier, préparez le chloroforme. » C'était très bien qu'elle le dise, car je n'étais pas encore certain qu'il faille opérer sous anesthésie. Oui, bien sûr, sous anesthésie. Comment pourrait-il en être autrement? Mais il me faut quand même aller consulter le Dodderline. Ayant terminé de me laver les mains, je dis alors « Eh bien, c'est parfait. Préparez la femme pour l'anesthésie. Allongez-la. Je reviens tout de suite. Je vais simplement chercher des cigarettes chez moi. »« D'accord, docteur. Pas la peine de vous presser, » répondit Anna Nikolaïevna. Je me séchai les mains, la garde malade me mit mon manteau sur les épaules, et je courus chez moi sans même l'enfiler. Arrivé dans mon cabinet, j'allumai la lampe, et, oubliant d'enlever mon bonnet de fourrure, je me ruai vers la bibliothèque. Le voilà, mon Dodderline. Obstétrique chirurgicale. Je me mis à feuilleter avec précipitation les petites pages de papier glacé. La version représente toujours une opération dangereuse pour la mère. Un froid se glissa le long de mon dos, le long de ma colonne vertébrale. Le danger principal réside dans la possibilité d'une rupture utérine spontanée. Spontanée. Si, lors de l'introduction de ses mains dans l'utérus, le médecin accoucheur par suite d'une insuffisance de place ou bien sous l'influence d'une contraction des parois de l'utérus rencontre des difficultés pour atteindre le pied, il doit renoncer à poursuivre ses tentatives de version. Bon, si j'arrive, par un quelconque miracle, à déterminer ces difficultés et que je renonce à poursuivre mes tentatives, que ferais-je, on se le demande, de cette femme du village de Dulcevo endormie au chloroforme? Et plus loin. Il est absolument interdit d'essayer d'atteindre les pieds le long du dos du fœtus. Tenons-nous-le pour dit. Il faut considérer comme une faute le fait de saisir le pied postérieur, car il peut facilement en résulter un renversement du fœtus autour de son axe, ce qui peut avoir pour cause d'enfoncer profondément le fœtus, et par la suite d'avoir les plus graves conséquences. Graves conséquences, mot quelque peu vague, mais combien impressionnant. Et si le mari de cette femme de Dulcevo restait veuf? J'essuyais la transpiration de mon front, rassemblais mes forces, et, évitant tous les passages effrayants, je m'efforçais de ne retenir que l'essentiel, ce que, en somme, je devais faire, comment et où introduire ma main. Mais parcourant les petites lignes noires, je tombais sans cesse sur de nouvelles choses terrifiantes. Elles me sautaient aux yeux. Vu le grave danger de rupture, les versions internes mixtes représentent des opérations qui doivent être classées parmi les opérations obstétricales les plus dangereuses pour la mère. Et en guise d'accord final, le danger grandit avec chaque heure d'attente. Ça suffit. La lecture avait porté ses fruits. Tout s'était définitivement brouillé dans ma tête et je m'étais persuadé en un instant que je ne comprenais rien, et en premier lieu, que je ne savais finalement pas quel type de version j'allais devoir pratiquer. Mixte, pas mixte, externe, interne. Je rejetais le Dodderline et tombais dans un fauteuil, m'efforçant de remettre de l'ordre dans le dédale de mes pensées. Puis, je jetai un coup d'œil à ma montre. Zut! Mais il y a déjà 12 minutes que je suis ici. Et là-bas, ils attendent. Chaque heure d'attente. Les heures se composent de minutes,
et les minutes, dans des cas semblables, s'envolent à une allure folle. J'envoyai promener le Dodderline et revins en courant à l'hôpital. Là, tout était déjà prêt. À côté du guéridon à pansement, l'infirmier préparait le masque et un flacon de chloroforme. La femme était déjà sur la table d'opération, ses gémissements incessants se répandirent dans l'hôpital. « Patience, patience !» marmonnait Pélagie Ivanovna avec douceur, penchée vers la femme. « Le docteur va te soulager tout de suite. »« Ah, je n'en peux plus. Non, vraiment plus. Je ne viendrai pas. »« Ne t'en fais pas, n'aie pas peur, » continuait la sage-femme. « Tu tiendras. On va te mettre le masque tout de suite, et tu ne sentiras rien du tout. » L'eau coula bruyamment des robinets. Anna Nikolaïevna et moi nous mîmes à nettoyer et laver nos bras nus jusqu'aux coudes. Anna Nikolaïevna, accompagnée par les gémissements et les hurlements, me racontait comment mon prédécesseur, un chirurgien expérimenté, pratiquait les versions. Je l'écoutais avidement, m'efforçant de ne pas perdre un seul mot. Ces 10 minutes-là m'apportèrent davantage que tout ce que j'avais pu lire en obstétrique, pour les examens d'état auxquels, précisément en obstétrique, j'avais obtenu mention très bien. Ces propos décousus, ces phrases inachevées, ces allusions lancées en passant, m'apprirent l'indispensable qui ne figure dans aucun livre. Alors, comme je commençais à essuyer mes bras blancs et propres à souhait avec de la gaze stérilisée, un sentiment d'assurance m'envahit, et un plan parfaitement défini, rigoureux, se forgea dans ma tête. Mixte ou pas mixte, je n'avais nul besoin d'y penser pour l'instant. Tous ces mots savants étaient inutiles à présent. Une seule chose avait de l'importance. Je devais introduire une main à l'intérieur, et de l'autre, aider la version de l'extérieur. Puis, sans compter sur les livres, mais sur le sentiment de mesure sans lequel un médecin ne serait bon à rien, je devais, avec précaution, mais en insistant, faire descendre un pied, et par ce pied, tirer le bébé. Je devais être très calme, prudent, et en même temps infiniment décidé et courageux. « Allons-y !» ordonnai-je à l'infirmier, en commençant à m'enduire les doigts d'iode. Aussitôt, Pélagie Ivanovna croisa les bras de la femme et l'infirmier plaça le masque sur son visage torturé. Le chloroforme se mit à couler du flacon jaune foncé, goutte à goutte, lentement. Une odeur sucrée, écœurante, commença à envahir la pièce. Les visages des sages-femmes et de l'infirmier devinrent sérieux, comme inspirés. « cria soudain la femme. Elle se débattit convulsivement pendant quelques secondes, essayant d'arracher le masque. « Tenez-la » Pélagie Ivanovna lui saisit les bras, les allongea et les lui maintint bien plaqués contre la poitrine. La femme poussa encore quelques cris, détournant son visage du masque. Mais ils s'espacèrent. Elle bredouilla d'une voix sourde. « laissez-moi. Puis, de plus en plus faiblement. Dans la pièce blanche, le silence s'installa. Les gouttes transparentes tombaient et tombaient toujours sur la gaze blanche. « Pélagie Ivanovna, le pouls. Ça va. » Pélagie Ivanovna souleva le bras de la femme, puis le relâcha. Celui-ci, sans vie, retomba sur le drap avec bruit, comme un fouet. L'infirmier, écartant le masque, regarda la pupille. Elle dort. Une mare de sang, mes bras dans le sang jusqu'au coude, des taches de sang sur les draps, des caillots rouges et des tampons de gaz. Et Pélagie Ivanovna secoue déjà le bébé et le tapote. Axinia fait teinter les seaux en versant de l'eau dans des cuvettes. On plonge le bébé dans de l'eau froide, puis chaude. Il se tait et sa tête ballotte, sans vie, de côté et d'autre, comme au bout d'un fil. Mais soudain, un grincement ou un soupir. Puis, faible et enroué, c'est le premier cri. « Vivant ! Il est vivant !» bredouille Pélagie Ivanovna en posant le bébé sur un oreiller. La mère est vivante elle aussi. Heureusement, rien de terrible n'est arrivé. Et me voilà moi-même en train de tâter le pouls. Oui, il est régulier et net. L'infirmier secoue tout doucement la femme par l'épaule en disant « Hé, madame, réveille-toi !» On repousse les draps pleins de sang sur le côté, et l'on s'empresse de recouvrir la mère d'un drap propre. Puis, l'infirmier, aidé d'Axinia, l'emmène dans une chambre. Le bébé, emmailloté, s'en va sur son oreiller. Sa frimousse brune, chiffonnée,
apparaît au bord de son bonnet blanc, et il ne cesse de piailler, une toute petite voix pleurnicharde. L'eau gicle des robinets des lavabos. Anna Nikolaïevna se met à fumer avec avidité, cligne des yeux à cause de la fumée, tousse. « Vous l'avez drôlement bien faite, cette version, docteur, et si sûr de vous !» Armé d'une brosse, je me frotte les bras avec application, lui lance un regard en coin. Elle se moque. Mais son visage reflète une satisfaction sincère, débordante de fierté. Mon cœur s'emplit de joie. Je regarde le désordre rouge et blanc qui règne alentour, l'eau pleine de sang dans la cuvette, et je sens que j'ai gagné. Mais quelque part au fond de moi, le ver du doute s'agite. Nous verrons bien comment ça va aller par la suite, dis-je. Anna Nikolaïevna lève vers moi un regard étonné. Que voulez-vous qu'il arrive? Tout va bien. Je marmonne vaguement une réponse. En fait, j'aimerais dire, n'y a-t-il rien de touché chez la mère? N'ai-je rien abîmé pendant l'opération? C'est cela qui, d'une manière confuse, me tourmente le cœur. Mais mes connaissances en obstétrique sont si vagues, si fragmentaires et théoriques. Une rupture? Mais comment se manifeste-t-elle? Et quand se fait-elle connaître? Tout de suite, ou bien peut-être plus tard? Non, il est préférable de ne pas engager une discussion sur ce sujet. Oui, mais tout peut arriver. La possibilité d'une infection n'est pas exclue, dis-je, en répétant la première phrase venue d'un quelconque manuel. Ah, c'est cela, dit calmement Anna Nikolaïevna d'un ton traînant. Eh bien, si Dieu veut, il n'arrivera rien. Et d'où proviendrait-elle? Tout est stérilisé et propre. Il était un peu plus d'1 heure du matin lorsque je revins chez moi. Dans mon cabinet, le Döderlein ouvert à la page Les dangers de la version était tranquillement posé sur la table, dans la tache de lumière de la lampe. Pendant près d'1 heure encore, je restais à le feuilleter, avalant mon thé refroidi. Une chose intéressante se produisit alors. Tous les passages restés obscurs devinrent tout à fait clairs, comme en pleine lumière. Et là, près de la lampe, dans mon trou perdu, je compris cette nuit-là la valeur de la véritable connaissance. On peut acquérir une grande expérience à la campagne, pensais-je en m'endormant. Seulement, il faut lire. Lire, lire davantage.